En avant-première, je crois qu'il faut applaudir notre prochaine intervenante qui n'a plus de notes. Mais la connaissant comme elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait, elle a tout dans la tête, elle va vous séduire comme elle l'a fait avec nous. Voilà, madame. Je voudrais profiter de ce petit moment aussi pour remercier madame Robert, c'est ça, qui est de l'ambassade de France à Berne. Nous travaillons de plus en plus avec les ambassades et nous travaillons bien. Et je crois que c'est même essentiel dans nos ambitions, de poursuivre nos ambitions. Et sachez qu'on est vraiment à votre disposition et qu'on sera toujours avec vous pour travailler pour la langue française. En tout cas, un grand merci de votre présence ce jour. Il faut toujours que ça soit libre. Madame Ed, vous êtes professeure, chercheuse d'origine canadienne. Aujourd'hui, vous vivez en France avec votre famille, mais vous continuez d'incessants déplacements tout autour du monde. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et docteur en droit international public à la Sorbonne. Vous êtes chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. Vous avez une longue expérience à l'international, débutée au Canada et très vite étendue aux États-Unis, puis au Liban. Vous avez été très rapidement impliqué dans la formation des enseignants du français et vous avez pris la direction du département de la pédagogie et de l'innovation au sein de l'IGS Formation Continue. Assez logiquement, vous êtes devenue la présidente de la FIPF, Fédération internationale des professeurs de français, qui est une ONG internationale qui se consacre depuis plus de 50 ans au service de l'universalité de l'enseignement du français. Votre association regroupe des milliers de membres et des centaines d'associations qui s'activent à cette cause. Vous organisez des congrès internationaux et continentaux où vous rendez compte et projetez des activités de formation et de communication grâce aux ressources et aux outils que vous concevez et mettez à la disposition des professeurs. Les Palmes académiques et la FIPF se sont rencontrées et ont rapidement compris l'intérêt qu'elles avaient à collaborer sur les nombreux sujets dont nous partageons la préoccupation. Je vous laisse la parole. Merci, cher Bernard. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités, bon après-midi à vous. Je souhaite tout d'abord, avant de commencer ma présentation, remercier Bernard, justement, et Anne-Marie, que j'ai rencontrée au Sénat, qui m'ont permis, justement, de mieux connaître la MOPA, à laquelle je suis membre depuis 2011, comme Bernard vient de le rappeler. Je remercie aussi Monsieur le Président et justement Claude et Alain également de cette invitation qui m'honore. Fédération internationale de professeurs de français, on a beaucoup parlé des enseignants depuis ce matin et justement donc une fédération dans le monde qui honore les vrais ambassadeurs et les vraies ambassadrices du terrain. Justement, ce sont celles et ceux qui donnent ou pas d'ailleurs envie aux apprenants, aux millions d'apprenants, d'apprendre ou pas la langue française, de faire briller leurs yeux. Qui d'entre nous n'a pas été marqué par un enseignant de français dans sa vie et probablement on l'est devenu également parce qu'un professeur de français nous a regardé différemment et nous a dit oui, tu es capable, tu peux y arriver. C'est aussi celles et ceux qui ne baissent pas les bras, parce qu'on a parlé également des situations précaires et qui ne baissent pas les bras devant des situations précaires. C'est celles et ceux qui sont les maîtres. Georges nous a parlé ce matin des maîtres et de l'élève, et justement qui inspirent et qui guident, à l'instar de Camus, pour une relève du flambeau, parce qu'on va parler de la pénurie d'enseignants aujourd'hui dans le monde, mais également pour un rayonnement de la langue française, cette langue que je reprends, la langue monde, une langue continent, cette langue justement où le soleil ne se couche jamais, puisque la langue française, avec la langue anglaise, ce sont les deux langues qui se trouvent dans le monde, sur les 5 continents, donc c'est vraiment
une langue où le soleil ne se couche jamais. Et c'est extraordinaire. La FIPF, justement, comme le titre l'indique, c'est 54 ans, donc justement au service de la francophonie, de l'enseignement de la langue française et des francophonies dans le monde, parce que je vais rejoindre aussi M. Philippe. Moi, je vais parler des francophonies plurielles dans un monde qui s'accepte, on l'espère du moins. Et cette universalité, Monsieur l'ambassadeur nous a beaucoup parlé ce matin, donc ça se conjugue très très bien avec les principes et les valeurs de la FIPF. Ma présentation se veut, si vous voulez, pragmatique. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de la FIPF et de ses actions. Et elle se divise en deux parties. Donc en première partie, après une introduction de ce qu'est la FIPF, je vais présenter des actions sur le terrain pour voir justement la situation précaire, mais également le potentiel des enseignants français. Je ne sais pas si le son, ça va. Oui. Et dans la deuxième partie, je vais parler de cette rencontre avec la MOPA et un pont qui se tisse avec la MOPA également, puisque, je cite Monsieur le Président hier, au Palais Hénard, qui disait nous, notre souci, c'est la langue française, son rayonnement, sa promotion. Et bien, comme on a le même souci et comme on a la même envie, donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire ensemble et on va parler de quelques pistes de collaboration au service donc des enseignants français. Alors, voilà, donc je vais commencer peut-être par l'introduction, un réseau d'associations, donc fédération d'associations. On va voir aujourd'hui une petite capsule qui dure 1 minute 30 qui va parler donc de la FIPF. Ça va pour le son? Oui, c'est moi seulement qui entends. Donc voilà, comme je disais, après cette introduction qui va parler de ce réseau mondial justement de professeurs de français, mais c'est un réseau d'associations. Donc aujourd'hui, on va effleurer les 300 associations, ce qui ne va pas être dit dans la capsule vidéo que vous allez voir parce qu'elle est un peu plus ancienne. Mais je suis vraiment fière de travailler avec 300 associations dans le monde. Ce sont des locaux sur le terrain qui font la promotion du français et qui ne baissent pas les bras. On va parler donc de quelques activités phares, mais vraiment des activités phares. Et si je parlais fort, est-ce que si je m'éloigne du micro? Non? Je peux essayer. Et voir donc les quelques pistes. Alors, une petite introduction pour la FIPF en chiffres, et je vais laisser donc la capsule vidéo parler à ma place en attendant de régler le micro. La Fédération internationale des professeurs de français, vous connaissez? Elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays. Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communication scientifique et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants. Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie. Alors, voyez un peu cette map monde, cette carte monde, justement, qui montre que le soleil ne se couche jamais et qui montre aussi que, de par la situation géographique, il y a également un noyau
qui s'appelle le français langue maternelle et donc qui regroupe 4 pays, la France certes, le Québec, la Suisse et la Belgique. Donc pour dire que, et ça va nous emmener tout à l'heure à plusieurs pistes, pour dire que vraiment c'est un réseau mondial où il y a énormément de variétés de français qui est donc enseigné, et par conséquent, comme j'ai rencontré beaucoup d'entre vous, plusieurs sont des professeurs de lettres, alors toute votre place est là, et vous allez voir également à travers quelques projets que vous pouvez toujours être utile pour donc parrainer ou marrainer des jeunes enseignants et les accompagner. Alors, voilà une équipe de laquelle je suis fière parce que j'ai envie de vous dire que je suis la première femme moderne à la tête de la FIPF qui a aujourd'hui 54 ans et que cette FIPF qui de plus en plus, enfin on voit dans le monde les professeurs de français de plus en plus un métier qui se féminise. Et c'était vraiment intéressant de voir que les 13 présidents qui étaient mes successeurs, qui ont fait un travail remarquable, à un certain moment, ils disaient mais on a besoin d'une femme qui porte notre voix et qui connaît peut-être un peu plus le métier. Je ne suis pas sûre de mieux connaître plus le métier, mais en tout cas, je suis très très fière de porter cette belle équipe internationale, comme vous voyez, donc, qui vient de la Tunisie, du Brésil, enfin voilà, donc avec les présidents de commission. C'est un peu comme les sections, hein, quand je vois la MOPA, un peu les sections qui sont là. Et la Suisse a cette particularité, puisqu'on est en Suisse, d'être dans 2 commissions, le français langue maternelle, mais également la partie qui concerne la commission de l'Europe. Alors, à part ça, quelques activités de la FIPF qui tournent autour de l'enseignant et de l'enseignante de langue française. Un projet important de mandature, c'est une enquête internationale sur qui sont nos professeurs de français et où sont-ils, où sont-elles. Donc, justement, on sait qu'aujourd'hui, travailler en réseau est la clé du XXIe siècle. On sait également qu'on est plus intelligent ensemble, donc, et on est plus fort ensemble. Alors, rassembler toutes les forces vives de la francophonie sur le terrain est un travail qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est également une occasion pour pouvoir incarner cette intelligence collective. Donc, on voit également que l'isolement des enseignants de français, hein, on ne parle pas beaucoup de décrochage dans le métier, on parle beaucoup de décrochage scolaire. Les journaux mettent ça en avant tous les jours. Mais nos statistiques nous disent que 30% des enseignants décrochent les 3 premières années de leurs expériences parce qu'ils se sentent isolés, parce qu'ils sont face à leurs apprenants, parce qu'ils ont des salaires, on en a parlé, quelquefois lamentables, et souvent lamentables. Donc, dans cette enquête, si vous voulez, l'objectif, c'est vraiment de sortir les enseignants de leur isolement, de leur donner la voix et de leur dire, justement, quels sont vos besoins, quel est votre profil, quelles sont vos forces en fait, comment est-ce qu'on peut remettre les enseignants au cœur du dispositif. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, et justement, je parle de cette enquête, on a été reçu au Sénat par le président de l'Assemblée parlementaire francophone. Monsieur le sénateur vient de partir, mais j'aurais aimé qu'il entende ça. On a été reçu il y a 2 semaines. Et justement, dans cette rencontre, on s'est rendu compte que, justement, les législateurs veulent savoir quels sont les besoins des enseignants aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut remettre les enseignants au cœur du dispositif de la langue française et du plurilinguisme, parce qu'on prend pour acquis que voilà, dans toutes ces sphères de la francophonie, on parlait de l'OIF, et voilà, donc voilà, les enseignants sont là, ils font leur travail, aucun financement, mais bravo, ils se débrouillent, et donc on peut les laisser se débrouiller. Sauf qu'on oublie que ce sont vraiment eux qui vont donner le flambeau aux autres, qui vont donner envie d'apprendre la langue française. Donc, quel est le profil des enseignants de français aujourd'hui? Quel français enseigne-t-il aujourd'hui? On parle de panoplie de français. Est-ce que c'est français langue maternelle, français langue seconde, français langue d'héritage, français langue d'immersion? Monsieur le sénateur en parlait, donc en Suisse.
français langue étrangère, etc., quelles sont leurs compétences, parce qu'on est bien conscient aujourd'hui que si les enseignants français n'ont pas une formation de qualité, on sait très bien quel type de français on enseigne dans les salles de classe. On a quelques professeurs de français dans des pays qui ne sont même pas capables de formuler une phrase. Donc, oui, absolument. Donc, réellement, c'est une alerte. Donc, quelle est leur ouverture au plurilinguisme? Parce qu'on sait aujourd'hui que le français, s'il veut vraiment continuer à rayonner et à percer, il a à prendre le plurilinguisme comme allié. Et aujourd'hui, combien d'entre nous s'ouvrent justement au plurilinguisme, à l'intercompréhension des langues en leur salle de classe, à l'éveil aux langues, et non pas uniquement dans les classes primaires, attention, pourquoi pas dans l'universitaire. Donc cette enquête, qui est très très ambitieuse, qui va nous aider, excusez-moi, à aller vers un livre blanc qu'on souhaiterait porter également avec la MOPA. Non pas qui s'adresse uniquement aux politiciens, parce que souvent ça reste sur leurs ordinateurs, mais surtout aux parents, aux enseignants qui doivent défendre tous les jours pourquoi la langue française devrait être enseignée dans nos pays. Et je ne parle pas de la France, je parle de l'Amérique latine, je parle de l'Amérique du Nord, je parle de tous les pays dans le monde. Les professeurs de français ont un effort au quotidien de montrer pourquoi il faut apprendre le français, à quoi sert l'apprentissage de la langue française. Donc ça nous amène justement à ce livre blanc sur mieux comprendre l'état de l'enseignement du français dans le monde, mais également les nouveaux métiers des enseignements, ou le nouveau métier enfin du français, j'ai envie de dire. Ce matin, on a entendu avec la section d'Algérie, justement, qui disait il y a une pénurie même en Algérie d'enseignants de français. Là où on nous parle de pénurie, et dans d'autres pays, on nous parle d'excès de professeurs de langue française qui attendent des années. Tous les ans, ils postulent pour un parcours ou un concours et ils attendent leur tour. Disons, sur 400 personnes, ils veulent prendre un professeur. Donc, il y a des pays qui ont un excès de professeurs de français et d'autres qui n'en ont pas. Et donc, on essaye, justement, avec le Sénat, on a essayé de trouver l'équilibre entre ces pays-là et pourquoi pas donc favoriser ce va-et-vient entre les pays. Mais également, excusez-moi, mais également, au-delà d'enseigner le français, aujourd'hui, il y a une ouverture telle qu'on ignore et qu'on néglige. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on n'a pas de poste et qu'on a étudié à l'université pour devenir enseignant de français? Donc, on est en train de travailler sur les 100 métiers pour le français aujourd'hui. Outre être professeur de français. Il y a également la bibliothèque idéale. La bibliothèque idéale donc de l'enseignement aussi, de l'enseignant de français. Quels sont par exemple les 5 derniers livres qu'un enseignant de français pourrait lire aujourd'hui sur, je ne sais pas, l'intelligence artificielle qui nous fait tellement peur, mais justement qui peut me donner un esprit critique. Donc quels sont les 5 derniers livres qui parlent des francophonies plurielles dans le monde, etc., etc. Donc on essaye de monter également un projet dans ce sens. Alors, à part, assurément, ce sont que quelques pistes. Les projets qu'on essaye de poursuivre, peut-être la journée internationale des professeurs de français, que probablement vous connaissez. C'est une journée, on a parlé tout à l'heure de la langue française. Le mois de mars, on sait très bien qu'on met en valeur la langue française. Là, c'est une journée pour mettre en valeur les ambassadeurs de la langue française. Donc c'est une journée pour valoriser les professeurs de français. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les valoriser? À savoir, par exemple, l'année dernière, un parrain qui parrainait la journée internationale, c'est Dany Laferrière. Avant, c'était Éric Emmanuel Schmitt. Tous les ans, on a un thème. Par exemple, l'année dernière, c'était le professeur de français créateur d'avenir. Et le 23 novembre, cette année, le monde vibre pour mettre les professeurs de français à l'honneur.
On est à notre 5e édition, et en 5 éditions, on est devenu incontournable dans le monde. Il y avait vraiment, on a mis tellement de temps pour demander est-ce qu'il y ait une journée internationale consacrée aux professeurs de français, et on n'a pas réussi. Donc heureusement qu'aujourd'hui, cette journée est là, et donc vous voyez la panoplie d'actions, d'activités qui se passent pendant cette journée-là, avec donc un nombre, c'est le monde justement, c'est un rendez-vous du monde autour du professeur de français. Cette année, j'ai envie de vous dire que le thème qu'on porte, c'est fiers et fiers d'enseigner le français. On aura cette année une marraine ou un parrain, je ne peux pas encore dévoiler l'identité politique, dans le monde politique, parce que pour dire aussi aux politiciens, écoutez, nous sommes là, et que ce n'est pas acquis justement qu'il y ait des professeurs de français. On peut avoir des professeurs de français, mais si on veut la qualité, il faut qu'on travaille main dans la main. L'année prochaine, on sait que c'est les Jeux olympiques et paralympiques, et on aurait une figure du monde du sport. Et l'année 2025, on aura une figure du monde de la chanson. Donc, pour dire que oui, c'est bien d'avoir des auteurs dans la salle de classe, mais c'est bien aussi de faire un pont avec les politiques, de leur dire, écoutez, quelle est la réalité, regardez-la de près, venez vivre avec nous. Pas seulement cette journée, mais on l'a étalée pendant une semaine ou plus. Alors, les congrès, vous avez vu dans le reportage les congrès, donc tous les ans on a un congrès régional et tous les 4 ans un congrès mondial. Les congrès, quand on a un congrès mondial, on a entre 2000 et 10 000 professeurs du monde qui sont réunis autour de la langue française et autour du métier de la langue française. Et j'ai envie de vous dire aussi, avec ma mandature, j'ouvre sur professeurs de et en français. On essaye aussi d'aller vers les professeurs qui enseignent le français et qui enseignent en français et qui trouvent vraiment qu'ils sont également isolés. Donc il y aurait une section professeurs en français également, et donc voilà, l'appel est lancé pour la suite. Donc ces congrès, cette année on a 2 grands congrès. Les Amériques pour la première fois vont vibrer ensemble. C'est la première fois dans l'histoire de la FIPF que toutes les Amériques seraient au rendez-vous pour justement le congrès à Brasilia, qui coïncide avec la journée internationale de professeurs de français. On a également un congrès qui va avoir lieu à Singapour, donc plus de 25 pays de l'Asie-Pacifique et de l'océan Indien seraient au rendez-vous également pour mettre à l'honneur les professeurs de français, l'interculturel, le plurilinguisme et d'autres questions, donc assurément d'actualité. L'année prochaine, c'est le tour des Europes, parce qu'on a 2 commissions en Europe, et l'Afrique, qui travailleront sur le numérique et la réalité du français actuellement. Et en 2025, la bonne nouvelle, c'est que c'est Besançon qui nous accueille, donc vous n'êtes pas très loin et vous êtes tous invités. Il y a de la place pour tout le monde. Et le thème, c'est les utopies, donc les utopies francophones en tout genre. Et donc, les utopies, je sais qu'Alain, on travaille énormément, mais beaucoup d'entre vous également travaillent sur cette question. Donc, restez, on a besoin de vous et de vos expertises. Autre chose, c'est, comme j'ai dit, cette pénurie d'enseignants et notamment ce décrochage des enseignants, d'où l'importance de réfléchir, et on a réfléchi avec la MOPA sur cette question, de mentorat aux jeunes enseignants. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont à la retraite ou presque, et donc ce serait génial de pouvoir dire, ben moi je vais mentorer 2, 3 jeunes enseignants, non pas pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais peut-être plus pour les écouter, pour peut-être éclairer leur chemin, peut-être leur donner une étincelle de ne pas décrocher et de continuer, parce que s'ils ont choisi ce métier, c'est justement pour faire rayonner la langue française, et qui mieux que vous, je pense, pourrait également être des éclaireurs de chemin. Je sais que le temps qui m'est imparti est très très serré. Ça va jusque là? Très bien. Donc voilà quelques pays qui portent ce travail, ce projet en pilotage. Autre chose aussi, c'est les initiatives nationales et régionales, donc pour des concours, mais notamment pour dire que la langue française n'est pas uniquement la langue de Molière. La langue française, c'est la langue des sports, c'est la langue de la diplomatie, on l'a entendu ce matin, on l'entend encore. C'est la langue de l'économie, c'est la langue de la publication, c'est la langue des sciences, etc., etc. Et donc tous les ans, on a donc des concours INR pour des associations
association qui porte un thème. Et l'année dernière, c'était le développement durable. Donc aujourd'hui, quel est le rôle du professeur de français dans le développement durable? Comment on travaille l'environnement? Quel est mon rôle, moi, enseignante de français dans ma salle de classe, à justement éclairer, à également apporter une question d'aujourd'hui et de demain, une question existentielle. Autre chose également, c'est des concours, mais je ne vais pas lister tous les concours. Un concours très très simple qui nous éclaire d'ailleurs sur les réalités, c'est des concours de photos qui ne coûtent pas beaucoup de temps aux enseignants. Mais regardez un peu les réalités qui nous arrivent. Donc on voit des salles de classe dans la nature parce qu'il n'y a pas de mur. Ou ça c'était à Madagascar, où on voit donc à l'armée comment en Arménie par exemple on a reçu une photo extraordinaire, mais je vous invite à aller sur le site, vous pouvez découvrir toutes ces belles découvertes en fait en photo, les salles de classe, les enseignants, les apprenants de français et tout âge est là. Assurément, on a parlé de formation des formateurs, la formation des enseignants. C'est le garant, c'est vraiment ces formations-là qui sont garantes de la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, on demande à l'enseignant de français d'être tout, de savoir gérer les technologies, de savoir gérer l'inclusion, de passer à des sujets d'intelligence artificielle, à travailler sur les réalités virtuelles, à plein de questions. Et la formation. Est-ce qu'ils sont nés comme ça, avec une marmite déjà toute prête? Est-ce qu'il faut qu'ils soient aussi psychologues, etc., sans formation? Et cette notion de formation, qu'elle soit une formation didactique, scientifique, mais également une formation associative. Vous qui êtes dans une association, vous comprenez parfaitement bien qu'il y a aussi des règlements. Il y a une façon de gérer une association qui aboutit à son rayonnement ou à sa disparition. Et donc, dans nos formations, on essaye de travailler sur ce triple aspect scientifique, didactique et associatif, et à travers donc des formations en ligne ou en présentiel. Également, ça se décline à travers des universités d'été où des enseignants du monde viennent dans des pays quelconques travailler sur ces trois thématiques que j'ai élaborées, et à pouvoir après démultiplier cette formation auprès de leur association. Et donc c'est ça qui est génial, avec beaucoup de postes dans le monde, on s'entend que s'il y a des bourses à donner, c'est à des professeurs de français qui appartiennent à une association, parce qu'on sait qu'ils vont venir, ils vont assurer la relève, ils vont venir démultiplier cette formation-là. Autre chose, c'est également des livrets d'auto-formation, parce que souvent c'est le monde, c'est 900 000 enseignants et enseignantes de français dans le monde, donc il y a aussi un aspect d'auto-formation, parce qu'on ne peut pas couvrir tout le terrain, et des modules en ligne, des concours d'écriture, comme j'étais à l'Académie de Montpellier, il y a quelques jours, j'ai vu qu'il y a dans la salle, on a signé une convention avec Madame la rectrice, justement sur des projets de concours d'écriture créative, dont par exemple on est parrainé par Edgar Morin, etc., etc. Donc je vous laisse également regarder ces éléments-là. On a créé également les trophées de la FIPF, qui contrairement à d'autres prix, vont aller chercher les meilleurs associations, le travail en équipe, et non pas mettre à l'honneur une personne, et mettre à l'honneur une association dynamique par toutes les actions qu'elle a faites ou qu'elle est en train de faire pour faire rayonner la langue française. Il y a également un plaidoyer, on a beaucoup parlé de l'importance de défendre la langue française. Moi j'aime bien plus parler de promotion de la langue française, parce que je suis sûre, même si certes, il y a des précarités, même si la langue, quelquefois, est en déclin. Mais je suis sûre, avec le plurilinguisme, si on ouvre la langue française, et d'ailleurs, c'est une langue ouverte au plurilinguisme, on peut y arriver, justement, à mieux la faire vivre. Et dans ce plaidoyer, pourquoi apprendre la langue française, que vous pouvez trouver d'ailleurs en ligne, que vous pouvez télécharger et le mettre à votre disposition, à la disposition des salles de classe que vous connaissez. Donc il est au-delà des politiciens également, il s'adresse aux enseignants de français, à leurs apprenants et aux parents, pour leur donner donc une ressource d'arguments qu'ils pourraient adapter. Il est également illustré, on souhaite l'illustrer et le traduire par toutes les langues des associations que nous avons. Et donc il est actuellement en train d'être accompagné par des témoignages de personnalités francophones dans le monde.
Et donc, il axe 4 axes, si vous voulez. Donc, il met en valeur 4 axes. À savoir, le français c'est sympa, le français c'est utile, le français c'est important, le français c'est pour toi. Alors, justement, quand je parle de ces axes, et je vous laisse les découvrir à chaque fois, ils sont déclinés en arguments. Donc, c'est juste quelques idées là-dessus. C'est que le français nous fait découvrir les cultures du monde, comme peut-être d'autres langues, mais nous, on va mettre en valeur que c'est vraiment une fenêtre ouverte au plurilinguisme, au pluriculturalisme. Le français nous aide à défendre les valeurs qui font progresser l'humanité. On a parlé de ça le matin. Ces valeurs qui font progresser l'humanité d'une façon citoyenne, d'une façon engagée. Dans ce plaidoyer aussi, on va dire, puisque le français nous permet de résister à l'hégémonie, on n'est pas contre l'anglais, moi-même je suis anglophone, donc on est contre justement l'hégémonie d'une langue où on va discuter l'avenir du monde avec quelques mots, on a parlé du globish et autres, je ne vais pas revenir là-dessus, mais résister à l'uniformité et aux hégémonies d'une langue sur les autres. Donc tout à l'heure, monsieur le sénateur parlait d'égalité entre les langues, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le plaidoyer, à travers justement l'intercompréhension des langues, à travers l'éveil aux langues. Et enfin, le français nous permet de construire, si vous voulez, un avenir grâce à une langue, grâce à des cultures, à un passé prestigieux. On a entendu tout ce qu'on a entendu ce matin, mais un futur, parce que c'est pas que le passé, le français, un futur prometteur dans une famille francophone, dans une famille francophile multicolore, et on est fiers de cette diversité. Donc, voilà, j'ai parlé des traductions actuelles. Quel est le deuxième point? C'est le futur partenariat avec la MOPA. Donc, comme ça a été dit par Bernard tout à l'heure, une date qui nous unit, un trait d'union entre nous. Le 5 décembre, grâce à Bernard et à Anne-Marie, j'ai pu rencontrer M. le Président et Alain et Claude. Et je pense que, voilà, on a bien compris qu'on est intelligent pour travailler ensemble et que cette date nous a permis justement de tisser quelques ponts, quelques pistes de coopération ambitieuses. Donc, outre le fait de participer à des actions communes, donc on vous attend à Brasilia cette année, à Singapour, et tous d'ailleurs, hein, vous êtes invités. N'hésitez pas à postuler pour des présentations. Mais également, donc, les jeunes enseignants, on en a parlé, les grandes manifestations. Mais ce qui est intéressant, c'est justement création d'activités communes. Donc au-delà que chacun de nous fait quelque chose, et c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus de l'avant? Donc les actions communes aux deux institutions, donc un concours d'éloquence probablement international. Je peux en parler? Oui, un concours d'éloquence. Peut-être aussi faire une recherche sur l'utilisation du livre par les professeurs de français. Peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas aussi, il y en a qui en ont beaucoup. Quelle utilisation du livre on fait donc, dans les pays qui probablement aussi ont reçu, ont bénéficié du don du livre grâce également donc, à la MOPA. Des pistes également pour valoriser le métier de professeur de français. Donc aujourd'hui, certes, les salaires jouent un rôle important, mais il n'y a pas que. Et si on est entendu, et si notre voix porte, ben je pense que oui, il y a quelque chose à faire pour mieux valoriser ce beau métier. Donc, peut-être à travers voilà, j'ai vu depuis le matin, Monsieur le Président est en train d'offrir donc la médaille de la MOPA, et ça pourrait être, je ne sais pas, on peut réfléchir à quelque chose davantage qui va dans ce sens pour valoriser ce métier. Tout le long de l'année, ils travaillent, et pendant la journée internationale des professeurs de français, les ministères leur demandent également de travailler alors que c'est leur journée. Donc nous, on va inverser la donne et on va dire non, cette journée, c'est votre journée, on a envie de vous mettre à l'honneur, on a envie vraiment de vous mettre en valeur. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse ensemble encore. Donc, comme je vous ai dit, le thème de cette année, c'est « Fier d'enseigner le français ». Et donc, voilà, un thème qui porte. Et pourquoi pas, dans ce comité international mondial, pourquoi ne pas faire également appel à la MOPA pour être dans le comité de pilotage de la Journée internationale des professeurs de français. Voilà, donc je termine en vous mettant
les partenaires. Donc je fais un clin d'œil à notre cher Georges pour voir que voilà, dans cette francophonie, il n'y a pas que ces partenaires, hein, mais je mets les grands partenaires. Donc mon rêve également, c'est de mettre la MOPA parmi nos partenaires. Mais le clin d'œil, c'est que la Suisse n'y figure pas, par exemple, alors que c'est un pays francophone, avec tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. On sait que la France porte bien, voilà, avec les 3 ministères, donc la francophonie est la cause certainement des professeurs de français qui enseignent qui non seulement enseignent cette francophonie, mais qui font vibrer cette francophonie, qui font vivre cette francophonie. Donc quand je travaille sur le Canada, qui n'est pas là non plus, et la Suisse, et voilà, donc j'espère qu'avec l'aide de Georges, on va pouvoir y arriver. Je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de respecter le timing pour garder le plus possible de temps pour les questions. Merci. Je vous remercie pour cet exposé plein de dynamisme et résolument tourné vers l'avenir, plein d'espoir. Et je suis sûr qu'il y a certainement parmi vous des personnes qui ont envie de vous poser des questions. À votre disposition. Je sais que voilà, la journée était longue et beaucoup de choses intéressantes, mais à votre disposition s'il y a des questions, commentaires, témoignages. J'ai des questions ici. Monsieur Gilbert, je suis la MOPA, section Paris 12-13. J'ai beaucoup aimé, comme tout le monde, votre exposé enthousiaste de la francophonie telle qu'elle devrait être. Il se trouve que le monde est plus compliqué et vous savez bien que ça ne se passe pas exactement comme on souhaiterait que ça se passe. Il faut dire quand même que la francophonie a actuellement beaucoup de misère pour des raisons très multiples, notamment parce qu'il y a une diminution de la francophilie. Quand on n'aime pas, on n'a pas envie beaucoup d'apprendre comment parlent les gens du pays qu'on aime moins. Bon, ça c'est un problème général. Mais ce que je voulais dire, c'est plus au niveau de l'organisation de votre FIPF, de la FIPF. C'est une organisation non gouvernementale. Donc le problème est de savoir quelle est son utilité et son statut par rapport aux organisations gouvernementales qui sont nombreuses, multiples, en strates différentes, qui ne s'entendent pas forcément toujours très bien d'ailleurs, mais qui ont leur rôle et qui sont payés par les contribuables français pour faire promotion de la langue française. Et alors, il faut quand même dire qu'il faudrait bien débuter par une promotion de la langue française en France. Il y a une diminution du niveau culturel du français qui est tout à fait patent, tout le monde reconnaît. Il y a beaucoup de grands auteurs de la culture classique qui ne sont même plus enseignés du tout. On conseille pour certains de ne pas les enseigner. Donc ça, c'est quand même une gêne. Mais en ce qui concerne le monde en général, il faut savoir si une organisation non gouvernementale fait la constatation de tout ce qui ne fonctionne pas bien au niveau des organisations qui sont payées par l'État, comme je viens de dire, ou si elle travaille en synergie pour trouver des meilleures solutions. J'ai bien entendu que c'est votre point de vue, mais le problème est de savoir si on arrive à quelque chose de patent. Et je crois qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure coordination entre les différentes activités internationales de la France avec une organisation comme vous qui est non gouvernementale, qui veut dire qu'en gros, se vante de pouvoir avoir la liberté de dire ce qu'il veut au gouvernement qui, des fois, sont encadrés par des gens qui sont contraints et qui ne peuvent pas avoir une liberté aussi importante qu'il faudrait. Voilà. Merci pour la question. Donc, je ne sais pas par quel aspect je commence. Mais en effet, on est une organisation internationale non gouvernementale et peut-être l'une des plus grandes organisations. Assurément, je ne peux pas vous dire que tout est rose et que c'est mon point de vue, certes. Je peux vous dire que la FIPF a vécu vraiment des moments très très difficiles. Mon prédécesseur, justement, parlait de mettre la clé sous le paillasson parce que, à cause de tous les problèmes que vous avez évoqués à un certain moment, voilà, comme on est
non gouvernementales, donc des fois on est entendu, des fois on n'est pas entendu. Et je vous assure, c'était son discours les 3 dernières années. Et je suis venue pour dire, ben, on peut pas fermer la FIPF parce que un tel gouvernement ne veut pas nous entendre, parce que finalement, nous, on travaille avec les professeurs de français. Et quand on voit la force et la magie de ce que les professeurs de français font dans le monde, on ne peut pas baisser les bras. Donc, assurément, tout n'est pas rose, assurément. Mais je pense que moi, j'ai pris cette option de dire, oui, je vais aller sur ce qui fonctionne bien. Je vais y aller sur ce qu'ils font sur le terrain et je vais montrer à des ministères qui ne veulent pas nous entendre. La vie, elle n'est pas simple avec les ministères, hein, je peux vous le dire. Quand on va discuter le budget, là où ils vont couper, c'est auprès des enseignants de français parce que voilà, ils sont là de toute façon. Ils sont là quoi qu'il en soit. Et ils nous disent toujours, ah oui, mais vous avez toujours pu rebondir, mais pas de problème. Aujourd'hui, si on peut faire ça, je ne veux pas me retenir. Peut-être que voilà, c'est une petite goutte que je peux amener avec la force des enseignants, les 900 000, plus de 900 000 enseignants dans le monde, qui eux regardent justement l'avenir, qui regardent la langue française. Je peux vous dire, il y a quelques semaines, j'étais au Brésil, un enseignant de français me disait que tous les jours, il fait 8 heures à pied dans l'Amazonie. Il n'y a pas de bus, c'est pas desservi pour venir donner des cours de français. Et quand je vois ça, je dis, bah, après tout, c'est nous qui nous faisons, quoi. Et on sait comment faire parler de nous. C'est peut-être comme ça que j'ai rencontré Bernard et Anne-Marie au Sénat quand voilà, on parlait de quelque chose, puis je me suis levée pour dire, bah, écoutez, mais les enseignants français, est-ce que vous avez pensé à eux quelque part? Et voilà, de fil en aiguille, si on peut y arriver tous ensemble à faire ça, donc c'est une petite brique au fur et à mesure qu'on peut construire pour le rayonnement de la langue française. Et en France, vous avez tout à fait raison, mais j'ai envie de vous dire qu'on a quelques associations en France également qui œuvrent pour la promotion de la langue française, qui sont auprès des ministères pour faire changer les programmes, qui font vraiment pression. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire, je vous ai parlé tout à l'heure des formations associatives, de faire des associations de professeurs de français, de groupes de pression quelquefois, notamment en Amérique latine, quand ils disent ouais, ben, le français ça va, bon, le français c'était la première langue seconde d'enseigner, ben là on en passe. Et ben c'est les associations de professeurs de français qui viennent, qui font entendre parler d'eux et qui disent non, ça se passe pas comme ça, et qui s'invitent à la table justement et qui peuvent quelquefois pas, mais en Roumanie, ils ont pu changer la donne, en Chili, ils ont pu changer la donne, au Brésil, on travaille, et figurez-vous que M. Lulia sera avec nous à Brasilia. Il y a 98% de chances qu'il soit à la table d'inauguration à Brasilia. Donc la francophonie, je pense que voilà, c'est des personnes comme ça qui la portent. Mais c'est vrai que tout dépend de ce qu'on veut voir, et je sais que la situation n'est pas rose, encore une fois, mais tout ce qu'ils font sur le terrain, c'est à mettre en valeur et on peut changer tous ensemble quelques petites donnes. Bernard Sarandi de Gironde. Il y a quelques décennies, j'ai été adhérent de la FEF et j'étais prof à Bora Bora. Et une année, au mois de juillet-août, j'accompagnais les petits Haïtiens jusqu'en Nouvelle-Zélande. Ils étaient répartis dans des écoles parce qu'il y avait cours là-bas. Et mon boulot, c'était d'aller d'école à l'autre pour voir comment ça se passait. Et j'ai découvert des écoles où il y avait 2-3 élèves qui voulaient apprendre le français et il n'y avait pas un prof de français. Et alors là, je voudrais leur rendre hommage quand même parce que il y a une cassette qui arrivait, il y avait un collègue, il passait la cassette, il voyait que l'élève remplissait le devoir, il parlait absolument pas français, et on faisait. Eh bien, apprendre le français dans ces conditions-là, c'était des élèves vraiment très méritants. Merci infiniment. Et c'est pour cela qu'on parle dans un de nos projets, ces élèves qui nous élèvent, avec l'Académie donc, de Montpellier, ces élèves justement qui, grâce à eux, on est plus nobles aujourd'hui, parce qu'ils ont transformé aussi notre parcours, parce qu'on parle souvent dans l'autre sens, que c'est nous qui faisons des choses pour eux.
Mais un témoignage comme ça est extraordinaire. Et combien d'entre nous n'ont pas été touchés par une expérience où un élève nous a rendu un peu plus grands et on a grandi ensemble. Merci. Pour votre exposé, Philippe Boncourt, je suis conseiller de l'ambassadrice déléguée à la science, la technologie et l'innovation. J'ai un commentaire et j'ai une question. Le commentaire me ramène dans un passé relativement récent où j'étais en poste à l'ambassade de France en Tanzanie, qui est également accréditée auprès des pays d'Afrique de l'Est. Nous avons, à ce moment-là, choisi de traiter ce que nous avions appelé une francophonie de conquête. Conquête, pourquoi ? Parce que c'est une zone du monde où, effectivement, notre langue n'est de loin pas la plus parlée. Les gens parlent le swahili, ils parlent évidemment l'anglais, comme langue seconde, et du coup, j'ai beaucoup aimé vos slogans, le français c'est facile, le français c'est attrayant, etc. Nous avions choisi, et c'est le commentaire simplement, et en plus, je parle français. Absolument, absolument, merci beaucoup. C'est quelque chose qui est passé. C'était le commentaire. Merci, oui. La question est la suivante. Dans les pays d'Afrique francophone, il y a un désamour politique qui est tout à fait clair vis-à-vis des autorités françaises, lequel déteint, si je puis dire, sur l'usage et la pratique de la langue française. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain par rapport à cette problématique? Je pense par exemple au Mali, je pense au Burkina, mais je pense aussi à des pays comme la République démocratique du Congo que vous avez évoqué. Merci beaucoup, madame. Donc si je comprends bien, la deuxième question, c'est le désamour de la langue française dans quelques pays. Alors, je peux vous dire, on a eu notre congrès à Mamet il y a quelques mois, et Fatia Bousmira, qui était là le matin, a témoigné également, je ne vais pas aller très très loin, en Algérie, où elle a dit, et c'est dommage qu'elle ne soit pas là, elle a dit, moi aujourd'hui en tant qu'enseignante de français en Algérie, même si je suis berbère, etc., on en parlait à la table tout à l'heure, elle disait, moi, j'ai de gros regards qui se posent sur moi en tant qu'enseignante, parce que j'enseigne le français. Et il n'y a pas qu'elle, dans ce congrès, où on a fait une journée d'enjeux de la langue française. On a mis les postes avec les associations, donc c'est une journée où on discute le présent et l'avenir de la langue française dans la région, et c'était le monde arabe. Et on s'est rendu compte de ce désamour de la langue française. Certainement, il y a plusieurs raisons. Des fois, il faut regarder le pour et le contre des deux côtés. Mais parmi ce que nous avons décidé, c'est vraiment on embarque avec les postes d'ailleurs, avec ceux qui veulent nous suivre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre malgré... Quand on parle par exemple du Maroc, et c'était le cas aussi, un témoignage, où ils ont dit aujourd'hui au Maroc, quand on était le fief de la langue française, aujourd'hui on ne sait même pas quel est le statut de la langue française. Ils parlaient d'une langue privilégiée, entre guillemets, ils ne savaient même pas ce que ça veut dire. Et donc on a décidé avec les postes de dire oui, certes il y a des points d'ambiguïté, il y a un point de désamour de la langue française, peut-être dû à un butin de la langue, peut-être à un certain passé colonial. Mais je pense que notre force, c'est de dire que la langue française n'appartient pas à la France. C'est là où on est gagnant, parce que si on dit oui, la langue française appartient à la France, l'Algérie va nous tourner le dos, elle ne va pas être membre de l'OIF, etc., etc. Mais quand on dit le français, c'est la langue que nous avons toutes et tous en partage. C'est la langue de partage aujourd'hui. C'est la langue de la francophonie en Afrique, au Québec, dans le reste du Canada, parce qu'il faut dire qu'au Canada, on parle français en dehors du Québec, etc., etc. Donc c'est là où on est gagnant, c'est vraiment faire force commune ensemble et de ne pas associer la langue française et la francophonie à un seul pays. Et je pense que ça se travaille, c'est pas une baguette magique certes, mais moi je reste confiante qu'avec un travail vraiment de qualité sur le terrain et adéquat, on peut y arriver avec la force vive des francophonies plurielles. Merci beaucoup. Simplement, je ne veux pas abuser de la voix de Mme Aide, mais elle a su vous entraîner. Je le crois, comme elle l'a fait avec nous. Et c'est pour ça qu'en français, nous allons continuer à partager beaucoup avec vous
et avec la convention qu'on va signer maintenant. Alors vraiment, un grand merci, bravo pour la performance, et je crois que le silence qu'on entend ici est bien la preuve d'une écoute passionnée, passionnante. Merci de vos questions. Ça se termine cette journée avec les interventions. Traditionnellement, je remets la revue, vous la connaissez, mais tant pis. Merci beaucoup. Merci. Et puis notre médaille, bien entendu, que j'aurai l'occasion de vous remettre à d'autres moments, mais pourquoi pas aujourd'hui. Oh, je suis très très honorée. Merci infiniment. C'est vraiment un moment très touchant pour moi. Bravo, allons signer la convention. Absolument. Tout de suite après, vous allez voir sur l'écran le prochain congrès à Tours, dans une région où il n'y a jamais eu de congrès depuis l'origine de la MOFA. Alors là, moi je suis très fier de ce prochain congrès. Voilà. Ensuite, il y aura la présentation des candidats. Vous en avez entendu quelques-uns déjà. Vous les entendrez un peu plus. Je leur demanderai à chaque fois de dire leur grade dans notre ordre, parce qu'il faut être dans notre ordre pour pouvoir se présenter. Voilà. Alors, à tout de suite. On signe. Absolument. Merci. Monsieur Gommel, bien. Voilà. Allez, on y va. On va mettre la date. On est le 14, le 13, 2000. On change de chaise ou on change de... Félicitations. Nous, on est très fiers de nous. Écoutez, on va se faire le par affaire. Voilà. Ah bah, mettre les genoux aussi. Voilà. C'est moi qui vous remercie. On a un long trajet.